Et la marche ou le vélo. La matinale de Radio Classique avec David Abiker. Et Routel Krief, éditorialiste à LCI, et Nicolas Bétou, directeur de l'Opinion. Merci d'être là. Bonjour à tous. On va commencer par un sujet qui n'est pas si anecdotique que ça, même s'il en a l'air. Ça n'a rien à voir avec tout ce qu'on s'est dit ce matin dans la matinale. Saint-Amand, Montron, dans le Cher, pour enrayer la chute des naissances, cette commune veut offrir 1 000 € aux femmes qui accepteront d'accoucher dans sa maternité. Alors évidemment, cette initiative ne plaît pas. Elle place les territoires en concurrence, souligne les inégalités d'équipement, sur toile de fond évidemment de fermeture des maternités. Bref, les mères qui ont des idées sont priées de les garder pour eux. Qu'est-ce que vous pensez de cette initiative, sachant que ces femmes qui accoucheront dans cette maternité de cette petite ville, de ce gros village, auront 1 000 € de crédit dans les commerces de la ville? Je pense que c'est pas comme ça qu'on résout ces problèmes de déserts médicaux et pas non plus comme ça qu'on résout les problèmes de démographie qui touchent la France comme la plupart des pays occidentaux. C'est sympathique avant les élections municipales d'essayer de garder une maternité. C'est vrai qu'il y a une élection en 2026. Bah oui, bien sûr. Mais la question évidemment est beaucoup plus large. Il y a la question des déserts médicaux et c'est une question très très importante. Et puis celle de la démographie. Et même les Hongrois qui ont fait une politique nataliste absolument acharnée n'ont pas eu les résultats escomptés. Nicolas Bétou, moi j'aime bien ces maires qui essayent. Ben oui, même si c'est pour être réélu, c'est quand même une initiative qui mérite d'être discutée. Franchement, je trouve ça à la fois intelligent, sympathique, probablement assez inefficace. D'ailleurs, c'est pour ça que c'est simplement sympathique, parce que je suis pas sûr que quelqu'un... Il faut voir quel est le degré de fiabilité de cette maternité de Saint-Amand-Montrond. Mais je suis pas sûr qu'une femme décide de changer son lieu d'accouchement pour toucher une prime de 1 000 € à dépenser en plus dans les commerces locaux. Mais ça veut dire que c'est un maire qui se bat, et tous les maires qui se battent pour leur ville et pour maintenir de la vie là où l'économie moderne s'acharne à la supprimer, c'est plutôt sympathique. Moi j'aime bien, parce que quand il y a de levée de bouclier comme ça, quand quelqu'un a une initiative, il faut toujours gratter. Alors c'est pas sans rapport avec la mise en garde hier de la Cour des comptes sur un sujet beaucoup plus vaste pour le coup, mais c'est lié, sur les effets budgétaires du vieillissement de la population et de la baisse de natalité. La Cour des comptes qui appelle à travailler plus, à repenser le système de protection sociale dans sa globalité, et puis le sous-texte, la Cour des comptes nous appelle à faire des enfants. Mais faites des bébés, j'avais fait chronique il y a déjà 2 ans au moins. C'est un problème lancinant qui nous remet tous en question. Quel optimisme, quelle vision de l'avenir, comment les jeunes peuvent avoir envie, confiance, quelle société on leur propose, et c'est pas seulement quelles aides, je reviens sur cette initiative, c'est pas seulement pécuniaire, c'est tout un univers qui est à revoir, et ça interroge énormément sur le sens qu'on nous n'arrivons plus à donner à nos enfants pour qu'ils fassent eux-mêmes des enfants. C'est un vieux sujet. Je vous rappelle que Michel Debré, Premier ministre, avait fait rire toute la France en expliquant qu'il fallait faire des enfants sur une grande échelle. C'est apparu comme un exercice assez sportif. Ça peut tenter certains. En général. Surtout quand les dames montent les premières à l'échelle, ça intéresse beaucoup d'hommes. Quoi qu'il en soit, c'est donc un vieux sujet. Il est devenu plus grave et plus pressant, si j'ose dire, parce que le déséquilibre démographique est en train d'effondrer l'ensemble de nos équilibres budgétaires et sociaux. Sans parler, bien sûr, de ce qui se passe du côté du service militaire, puisqu'on a très vite compris que le service militaire, avec des classes d'âge qui se réduisent, n'est pas une solution au fait que l'armée se dépeuple. Mais pour revenir sur les affaires budgétaires et sociales, tout le modèle français est basé sur une contribution en quelque sorte collective de ceux qui travaillent envers ceux qui ne travaillent pas ou pas encore. S'il y a moins d'enfants et il y aura moins de contributeurs, c'est-à-dire moins de salariés, moins de gens qui contribueront par le versement de taxes et d'impôts, et donc on est vers un déséquilibre qui est très profond et très durable. Mais comment on fait ? Comment on fait pour redonner envie de faire des bébés? C'est ça le problème. Avant de donner envie de faire des enfants, il faut donner envie aux Français de travailler plus tard. C'est déjà le premier point. Et c'est le point le plus, le moins compliqué à résoudre. L'envie de faire des enfants dépend aujourd'hui d'une foule d'idées, y compris d'idées noires sur l'avenir du monde et le risque qu'on fait peser aux autres. Mais avant ça, il y a quelque chose d'un peu plus simple à faire passer, même si politiquement c'est aujourd'hui très difficile, c'est
travailler plus et travailler plus tard. C'est la confiance économique. Alors ça nous amène logiquement au budget de la sécurité sociale. Édouard Philippe, patron d'Horizon, refuse de voter en l'état ce budget. Donc là, on bascule de la démographie à la politique, mais tous les sujets sont liés. Vous voyez comme je les ai préparés pour qu'ils s'enchaînent de la maternité au rapport de la Cour des comptes, enfin aux mises en garde de la Cour des comptes, jusqu'à Édouard Philippe. Qu'est-ce qui se passe là ? Moi je trouve que j'ai envie de dire pour la première fois, Édouard Philippe fait de la politique. Et c'est une vacherie. Je suis pas sûre, non. Je trouve que c'est un acte politique qui pose. Je sais pas si ça ira jusqu'au bout. Je sais pas quelles sont. Évidemment, il y aura des conséquences. Mais quand il est le premier à défendre la dénonciation de l'accord de 68, il fait sur l'Algérie. Il fait de la politique. C'est la deuxième fois, disons. Allez. Mais c'est ce que je veux dire, c'est qu'il y a une cohérence. C'est depuis le début de cette suspension de la réforme des retraites, moi, je déplore que c'est une décrédibilisation de la parole politique. Pendant 2 ans, on nous a expliqué qu'il fallait voter cette réforme. Elle est évidente pour tous les pays d'Europe qui nous entourent, et nous restons sur le bord du quai. Donc là, il pose un acte qui est « je suis cohérent et je continue à croire à ce que j'ai toujours pensé ». De ce point de vue-là, je trouve que c'est bien. Évidemment, il y a des conséquences. Je ne sais pas si ça ira jusqu'au bout. Je ne sais pas s'il ne cédera pas à la fin sous la pression des inquiétudes sur la stabilité. Mais en tout cas, il pose un acte qui a des conséquences. C'est-à-dire aussi parler à la droite pour un éventuel deuxième tour de présidentielle qui sera touché par cette position. Je pense qu'il a raison, Édouard Philippe, de se comporter comme ça. C'est bien, vous n'êtes d'accord sur rien tous les deux. Moi, j'ai dit qu'il était. Moi aussi, j'ai dit qu'il avait raison. Moi aussi, j'ai dit que c'était bien. Je pense qu'il a raison pour au moins 2 raisons. D'abord, être un homme politique et donner le sentiment d'avoir de la cohérence, c'est toujours assez payant. Et surtout, il fait partie d'une famille politique au sens large, la droite et le centre, qui n'est plus d'accord sur grand-chose, sauf peut-être sur le fait qu'il ne faut plus augmenter les impôts et qu'il faut baisser la dépense. Et donc, dans les marqueurs qu'un homme politique a intérêt à placer dans son chemin vers une éventuelle candidature et éventuelle élection à la présidence de la République, avoir un marqueur très puissant sur, par exemple, pas d'impôts nouveaux et pas d'augmentation de la dépense, même plutôt des baisses de dépenses, c'est important. J'ajoute que nous faire sortir de cette espèce d'enfumage sur le prix de la stabilité vaut bien qu'on fasse avaler aux Français des impôts en plus, la suspension des retraites, etc. Disperser cet enfumage, c'est presque une mission de salut public. Non, mais vous voyez qu'on est d'accord. Moi, je trouve que c'est un acte politique fort et que, alors évidemment, il y a des conséquences. Et peut-être qu'il changera d'avis à l'arrivée. Enfin, on verra le vote. Je crois que c'est cet après-midi. Mais en effet, il y a une cohérence. Il y a une cohérence. Il était pour la réforme des retraites. Il déplore cette suspension. Il le dit clairement. Il ne veut pas voter. Le danger qui est sous-jacent serait que Sébastien Lecornu se dise tiens, si par hasard je revenais sur mon engagement de ne pas utiliser l'article 49.3, puisque le danger commence à grossir, il pourrait être tenté, un certain nombre de socialistes le proposent déjà, non pas Olivier Faure, mais ceux qui l'entourent, pour faire passer le budget à moindre frais. Autrement dit, il suffit de ne pas voter la motion de censure qui suivrait un 49.3 pour que le budget soit... Si c'est ça qui se passe, c'est une escroquerie politique de grande envergure. Parce qu'on aura mené les débats jusqu'à faire un budget et un projet de loi de financement de la sécurité sociale totalement abracadabranté, une espèce une foire à la saucisse, un budget Frankenstein, tout ce que vous voulez. Et à la fin, on dira, si vous votez contre le gouvernement, vous faites chuter le pays. Et donc, ce serait vraiment une escroquerie politique. Le mot de la fin pour Ruth. Non, mais simplement sur ce 49.3, moi j'ai toujours pensé que c'était une très grosse erreur de s'en passer. C'est un des attributs de la Constitution de la Ve République. Mais c'est vrai qu'y revenir serait absolument ridicule. Et de la même façon, on continuerait à décrédibiliser la parole politique. Moi, j'y tiens beaucoup parce qu'on est dans une période de telle défiance que ça donne prise à tous les populismes. Donc en fait, là, il faut tenir un peu une ligne. Mes amis, c'est déjà fini. On avait prévu de parler de ce projet de labellisation qui n'a pas vraiment existé.
est dans l'esprit du président. En tout cas, labellisation étatique. Si vous voulez en savoir plus, vous lisez ce matin La Croix et puis surtout l'Opinion. Avec l'éditorial de Nicolas Bétou qui développe ses arguments dans le domaine. Jamais mieux servi que par soi-même, bravo. Exactement. Je crois que c'était Francis Blanche qui disait si on ne dit pas du bien de soi-même, alors qui le fera? Vous avez bien raison. Vous parliez tout à l'heure de démographie. Il faut que les Français suivent l'exemple de Jean-Sébastien Bach qui a eu 20 enfants. 10 seulement ont atteint l'âge adulte, mais enfin parmi eux aussi compositeurs. C'était l'époque où il y avait une mortalité infantile très élevée. On va se séparer avec du Bach justement. Une œuvre au programme du concert Radio Classique de Noël au Théâtre des Champs-Élysées samedi à 20h, dimanche 15h et 20h. Voici la suite pour orchestre numéro 2, dite Badinerie.